Nous reprenons notre Gemara, page Kaf Bet Hamoud Aleph, pour vous remettre dans le bain rapidement. Rappelez-vous de l'histoire sur laquelle on avait terminé, non pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. L'histoire sur laquelle on avait terminé, on était dans un chouk, on avait demandé à Eliyahu Hanavi de nous montrer quelqu'un qui méritait le Olam Haba. Au début, il a dit à personne ici qui mérite le Olam Haba, personne. Et puis après, il en a vu un, il a dit, ah tiens, lui il méritait Olam Haba. Et on avait dit que c'était un juif, en fait, qui se sacrifiait littéralement pour plusieurs choses. Il s'occupait de prisonniers. Il vivait parmi les non-juifs, à une époque où il y avait de très grosses tensions. Il vivait parmi les non-juifs, il ne s'était jamais révélé comme étant juif. Il s'occupait des prisonniers juifs. Il faisait en sorte que dans les prisons, les choses se passent le mieux possible entre les juifs. Et surtout, lorsqu'il entendait que les non-juifs mettaient en place un complot contre la communauté, une volonté de pogrom, etc., comme c'était malheureusement souvent dans notre histoire, eh bien, il allait prévenir les rabbinim, puisqu'il se faisait passer pour un non-juif parmi eux, et il allait prévenir les rabbinim pour qu'ils prient, pour qu'Hachem intervienne pour que l'Axéra ne puisse pas se réaliser. Et donc on nous dit, lui il mérite le Olam Haba. Lui il mérite le Olam Haba. Ah, c'est peut-être pas un très grand tzaddik, c'est peut-être pas le Talmid Chacham de la génération, certes, mais par son comportement, il mérite le Olam Haba. Et maintenant, nouvelle histoire. Alors, vous êtes sur votre page Kaf Bet Hamoud Aleph. On est dans la partie large des lignes. Alors, pour la repérer, celle-là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Allez, 16, 17 lignes après l'élargissement. Le dernier mot de la ligne, c'est Adéachi. Et c'est là qu'on reprend. Adéachi. Vous l'avez? Adéachi. 16, 17 lignes après l'élargissement. Le dernier mot de la ligne, Adéachi. Adéachi ve'achi atu anartre. Alors qu'il venait de finir cette histoire-là avec cet homme qui a raconté pourquoi, quel était son comportement et que c'était effectivement un très joli comportement. Donc ils étaient toujours dans le chouk. Donc il y a le Rav, il y a Eliyahu Hanavi, qui désigne les gens qui méritent le Olam Haba. Dans tout le chouk, il n'y en avait qu'un seul pour l'instant. Sur ces entrefaits, sur cette histoire-là, il y a 2 autres personnes qui sont rentrées dans le chouk, et Eliyahu Hanavi leur dit au Rav, il dit « Hey, ces 2-là aussi, ils ont droit au Olam Haba. » Les autres non, mais ces 2-là, ils ont droit au Olam Haba aussi. Ve'amarle, anachnami bnei alma de atininhu. Ceux-là aussi, ces 2-là qui viennent de rentrer dans le chouk, ces 2-là méritent le Olam Haba. Alors, le Rav, c'était Rabbi Broca, le Rav Azal et Gabaïhu, le Rav a été les voir parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'on fait pour avoir le Olam Haba. Donc il a vu la première histoire, c'est un homme qui se sacrifie pour les autres, c'est magnifique, etc. Maintenant il y en a 2 nouveaux, il veut savoir quel est leur comportement pour mériter le Olam Haba, pour que Eliyahu Hanavi dise, eux ils ont le droit au Olam Haba. Il a été les voir, Ve'amarlehu Maï ou Vadaïhu. Il a été les voir, il dit, mais qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Racontez-moi, j'ai envie de savoir. Amroulé, et ils ont répondu, Inche Badoche Anan. Nous sommes des comiques. Badouche, on raconte des blagues. C'est notre métier. Anche, des gens. Badouche, qui racontent des blagues. Bdicha en hébreu. Badouche Anan. Nous sommes des gens qui faisons rire. Madbichina Netzive. Lorsqu'on a quelqu'un de triste, on va vers lui et on lui remonte le moral, on lui donne du punch. Inami ki chazinan bebtere de itlehu tigra behadaihu. Et aussi de la même façon, lorsque l'on aperçoit qu'il y a 2 personnes qui se font la tête, dans une communauté, dans une famille, entre 2 amis, etc., lorsque je vois qu'il y a 2 personnes qui se font la tête, on se casse la tête dans tous les sens, on ne bouge pas de là jusqu'à qu'ils refassent la paix et qu'ils rétablissent leur relation. Voilà ce qu'on fait. Pourquoi tu nous demandes ça? Alors il n'a pas dit, vous méritez l'Olam Haba, parce qu'après ils perdent de leur mérite. C'était juste lui pour son information personnelle, de savoir qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir le Olam Haba. Donc en fait, des 2 histoires-là, on voit quoi? Que pour avoir le Olam Haba, il ne faut pas nécessairement se sacrifier à mort, se faire passer parmi les non-juifs comme un non-juif, s'occuper d'une prison, etc., avoir une vie noire parmi, etc. Tu peux aussi mériter ton Olam Haba par un geste simple du quotidien, donner de la simcha aux gens, ou bien faire en sorte que 2 personnes, 2 amis,
recréer leur lien d'amitié s'ils se sont froissés. D'accord, donc voilà, des petites choses, des petits gestes finalement qui peuvent faire accéder au Olam Haba. On continue. On est aux 2 points. Alelu matrin bechol makom. On revient maintenant sur la halakha de la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous dit qu'il y a des cas pour lesquels il faut tout de suite faire des jours de jeûne. Vous vous rappelez? Alelu matrin bechol makom, sur ces choses-là, il faut tout de suite jeûner. Alors on avait dit quoi? Là, ici, la Gemara ne le reprend pas parce qu'on est censé avoir notre Mishnah par cœur en tête. Depuis le temps qu'on fait la Mishnah, on la connaît tous par cœur. En fait, de quoi il s'agit? Je vous rappelle. Si jamais il y a du shidaphon et du hiérakon, si jamais il y a de la sécheresse, vous vous rappelez que la récolte devient complètement sèche ou qu'elle devient malade, ou hiérakon, qu'elle devient un peu verdâtre comme ça, donc c'est pas normal, une couleur louche sur la récolte, eh bien on nous dit que si la récolte est abîmée, bien évidemment il faut jeûner tout de suite. Tu dis pas on verra plus tard, etc. Il faut jeûner tout de suite, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, il faut jeûner tout de suite. Bien, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant la Gemara nous dit, Tanu Rabanan, la Braïta nous enseigne, Al elu matrin bechol makom, al ashidafon, ve al hiérakon, ve al arbe, ve chassil, ve al chayara. Voici les différentes choses pour lesquelles il faut jeûner immédiatement. Premièrement, c'est le fameux shidaphon, là, d'accord, cette maladie de la récolte. Le hiérakon aussi. Al arbe, ve chassil, sur les sauterelles. Une invasion de sauterelles. Si tu as une invasion de sauterelles dans ton pays, il faut se mettre à jeûner tout de suite. Ve'al chayara, et on avait dit, et sur des animaux sauvages qui débarquent en pleine ville. D'accord, c'est pas un truc normal. Donc s'il y a comme ça des animaux qui débarquent en ville, d'accord, il faut bien évidemment jeûner. Ouais, exactement. Ah oui, bien sûr. Là, ici, c'est juste sur cette partie-là. On va réfléchir sur cette partie-là. Rabbi Akiva Omer, et donc ça, on ne l'avait pas encore vu, Rabbi Akiva dit Al ashidafon va la hiérakon. Bechol shehu. On dit, tiens, c'est intéressant ça. La maladie de la récolte qui s'appelle shidaphon et hiérakon. On pourrait se dire, bon alors nous, ça nous paraît un peu lointain ces trucs-là, d'accord, mais juste pour la réflexion, on va se dire, mais à partir de quel degré on doit déclarer un jour de jeûne? Est-ce que si c'est une toute petite partie de la récolte qui est touchée, est-ce qu'il faut déjà jeûner ou est-ce que ça soit une grosse quantité, etc. Rabbi Akiva, il nous dit comme ça, pour le shidaphon et le hiérakon, bechol shehu, quelle que soit la quantité. Donc si on constate cette maladie de la récolte qui commence à se répandre, tout de suite il faut arrêter l'épidémie et donc faire un jour de jeûne pour prier, pour demander à Hachem qu'il arrête la xéra parce que c'est quelque chose de dangereux. Ça amène la famine, ça amène la mort. D'accord? Donc il faut être très vigilant sur ce point-là. Arbe vechassil, les sauterelles, combien il en faut? Au bout de combien de sauterelles il faut jeûner? D'accord? C'est quoi qu'on appelle une invasion de sauterelles? Afilu lonira be'eretz Israël et la kanaf echad matrin alehen. Et là, Rabbi Akiva répond de manière un peu avec un petit sourire. D'accord? Il nous dit, même si tu ne vois qu'une seule aile de sauterelle sur la terre d'Israël, tu dois jeûner. Même une seule aile. D'accord? Alors ça veut dire, ça veut dire quoi une seule aile? D'accord, ça veut dire quoi? C'est elle est pile au milieu de la frontière, d'accord? Il y a une aile qui est passée, tac, il faut tout de suite jeûner, c'est la panique. D'accord? En fait, bien évidemment que non. À partir du moment où il y a des sauterelles qui arrivent alors qu'elles ne devraient pas y être. Voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord? Il y a des sauterelles qui commencent à se répandre, qui se font remarquer, tac, on constate, ça veut dire si on le constate, c'est que voilà, ça a attiré notre attention, il faut jeûner dans ce cas-là. Très bien. On continue. Ça, c'est pratiquement, excusez-moi, bien sûr, dites. Tous les ans, il y a des sauterelles qui ne sont pas. C'est ça qui est surprenant. Ouais, c'est une bonne remarque. Est-ce que ça veut dire que tous les ans, dès que vous voyez des sauterelles, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a tous les ans des sauterelles? Je ne sais pas. D'accord. Par rapport à l'habitude. Une Tradak, j'imagine. D'accord, ça doit être quoi par rapport à ce qu'on constate habituellement? Il y a plus que d'habitude. D'accord, ou je sais pas, d'accord, mais quelque chose qui attire notre attention, qui montre que c'est pas quelque chose d'habituel. Et donc du coup, il faut jeûner pour ne pas avoir quelque chose qui vient. Et on le voit encore aujourd'hui, ça dévaste tout, c'est une catastrophe les sauterelles. D'accord, donc voilà, dès qu'il y a trop de sauterelles, il faut commencer à jeûner. Donc Rabbi Akiva lui dit, c'est pas trop de sauterelles, c'est dès qu'il y en a une,
hop, il faut commencer à jeûner, quoi qu'il arrive, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Kol chez où? Kol chez où, c'est kol chez où. D'accord, c'est dès qu'il y en a qu'il faut commencer à jeûner. Maintenant, la Gemara continue, Ve'al chaya, et pour une bête féroce, des bêtes féroces. Alors là aussi, on peut poser la question, combien de bêtes féroces? Où est-ce qu'elles apparaissent? Dans quel cas il faut jeûner? D'accord? Alors voilà ce que dit la Gemara. Tanou Rabanan. Alors écoutez bien, il faut qu'on essaye de décortiquer ce truc-là. Tanou Rabanan, nous sommes dans une braïta. Chaya ra'a chez Amrou, quand dans la Mishnah on te dit qu'il faut faire un jour de jeûne lorsqu'il y a chaya ra'a, donc un animal féroce, Bisman shehi meshulachat, matrin alea. Ena meshulachat, el matrin alea. Tu ne devras jeûner que si tu constates que cette bête féroce, cette bête sauvage, est anormalement dangereuse. Sinon, tu jeûnes pas. Ça veut dire que tu vois un lion, d'accord, débarquer en pleine ville. Ah, Chazak, un lion, sa nature c'est d'être dangereux. Donc, est-ce que tu dois jeûner sur la nature du lion? En fait, on nous dit non, tu ne jeûnes pas sur la nature du lion. Un lion, c'est normal qu'il soit dangereux. Mais, si ce lion-là a un certain comportement, non, un comportement pas sympathique, un comportement encore plus féroce que ce qu'il est censé être, ouais, alors là, du coup, tu dois jeûner. Dans les mots, pour que vous compreniez la construction, bisman chez Umeshu lachat, tu ne dois jeûner que si tu peux comprendre que ce lion est envoyé par décret divin pour une catastrophe. Mais si c'est un lion qui a sa nature de lion, donc c'est pas un décret divin, c'est un lion, alors là il ne faut pas jeûner. C'est juste un lion qu'il va falloir gérer, mais c'est juste un lion. Pas de quoi faire un jour de jeûne. Alors la Gemara pose la question, Ezoï meshulachat, et comment je sais moi que ce lion il est envoyé par Dieu ou pas envoyé par Dieu? D'accord, d'où je sais moi? Est-ce que c'est un châtiment divin ce lion qui apparaît en pleine ville, ou bien c'est pas un châtiment divin? Comment je sais? Eh bien la Gemara va nous donner des critères. Donc il pose la question, Ezohi meshulachat, ve Ezohi she'ena meshulachat. Qu'est-ce que l'on appelle une bête sauvage qui est envoyée par Dieu et une bête sauvage qui n'est pas envoyée par Dieu? Donc qu'est-ce qu'on appelle une xéra et pas une xéra? Alors voilà la réponse. Niret ba'ir meshulachat. Si cet animal est en ville, ça c'est pas normal. D'accord? Parce que normalement, un animal ne rentre pas en ville. Il a peur. D'accord? Aussi sauvage soit-il, aussi machin soit-il, il n'est pas censé rentrer en ville. Donc, du coup, s'il est en ville, alors que ce n'était pas sa nature que de se balader en ville, alors du coup, tu peux dire, hey, s'il est quand même rentré, c'est peut-être qu'en fait, il a une mission, celui-là. Il a une mission, il va tous nous dévorer, ça va être une catastrophe. C'est une mission, Dieu l'a envoyé pour qu'il fasse un châtiment dans la ville. Donc, il nous dit, Niret Bahir, si tu vois ce lion en ville, Meshulachat. Ça veut dire que Minashamaim, c'est Dieu qui te l'envoie ce lion-là. Parce que la nature des lions ou des animaux sauvages, ce n'est pas de rentrer en ville. Bien. Avaniret Basadeh, et Nameshulachat. Par contre, si tu le vois, bon alors ils disent dans un champ, voilà, pour le lion ça colle pas, mais si tu le vois dans son milieu naturel, d'accord, donc si c'est un loup, un machin que tu vois dans une montagne, d'accord, c'est normal. Tu le vois dans une montagne, tu ne vas pas faire un jeûne parce que tu vois un loup dans une montagne. C'est normal que les loups soient là-bas. Maintenant, si tu le vois rentrer en ville, là tu dois jeûner. D'accord? Donc finalement, on voit, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici le Rav? C'est que il ne s'agit pas simplement de jeûner pour des choses qui font peur. Il faut jeûner pour des choses qui peuvent faire peur, ça c'est une chose, mais qui sont dans un environnement qui n'est pas leur environnement naturel. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Donc tu vois un animal sauvage en pleine ville, ça c'est pas normal. Donc tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord? S'il est rentré là, pourquoi il n'a pas peur? D'accord? C'est peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous, voilà, pour qu'on se réveille. Ok. Donc pour l'instant, ce qu'on a dit, le premier critère pour le jeûne ou pas le jeûne, c'est est-ce que cet animal est en ville ou pas en ville? S'il est en ville, on jeûne. S'il n'est pas en ville, on ne jeûne pas, c'est normal. Ok. C'est pas fini. Maintenant, si tu vois cet animal bayom, meshulachat. Balaïla et na meshulachat. Si cet animal, il est là en journée, c'est pas normal. La nuit, à la rigueur, c'est normal. Mais en journée, non. Pourquoi? Parce que la nature de l'animal, normalement, pendant la journée, d'accord, il se planque.
Mais c'est la nuit qu'il sort pour essayer de manger un truc, d'attraper quelque chose. Donc, si tu le vois pendant la journée, c'est anormal, tu dois jeûner. Si c'est la nuit, on va dire c'est sa nature. Et donc tu ne gênes pas. On continue. Tout ça, c'est un même enseignement, c'est pour ça que je vais le faire en bloc. Si cet animal voit deux hommes face à lui et qu'il se jette à leur poursuite, ça c'est un signe, Meshulachat, que c'est pas sa nature, c'est pas normal. Ah bon? Devant deux hommes, c'est pas normal. Dit la Gemara. Nerbet mipenehem ena meshulachat. Si par contre, elle se cache devant eux, alors là, il n'y a pas de quoi jeûner. C'est normal, c'est la nature. Normalement, est censé avoir peur des hommes. Tarfashne bnei adam ve'achla echan mehem meshulachat. Si elle a attrapé deux hommes, mais qu'elle n'en mange qu'un seul, c'est qu'en réalité, c'était un décret divin contre cet homme-là. C'est pas normal. Il aurait dû manger les deux. Par contre, si elle a mangé les deux, tu fais pas un jour de jeûne pour ça. Parce que c'est normal qu'elle mange deux. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la nature d'un animal... Non, la nature d'un animal, c'est quoi? Alors, je ne sais pas quel animal on parle. La nature de l'animal, c'est qu'il ne fait pas de distinction, en fait. Je pense que c'est ça qu'il veut nous dire. Normalement, il n'est pas censé faire de distinction. Tu as une proie, là, qui est là, deux petits bonhommes. D'accord, c'est rien comparé à un buffle ou un machin. D'accord, donc elle en fait qu'une bouchée. Donc, normalement, ces deux bonhommes-là, elle va les manger. C'est l'équivalent d'un animal qu'elle a l'habitude de manger. Donc, si elle mange les deux, c'est normal. Elle a faim, elle mange les deux, elle dévore les deux. Mais si elle en mange qu'un seul, ça, c'est pas normal. Qu'elle laisse une proie partir comme ça, d'accord, qu'elle laisse une proie devant elle et qu'elle ne dévore pas. Dit la Gemara, c'est pas normal. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut jeûner. Donc, c'est marrant. Si elle en mange un, il faut jeûner. Si elle en mange deux, tu jeûnes pas. Là, ici, les mots, achla. Achla. Manger. Pour l'instant, il écrit manger. Oui. Bon. On n'a pas fini. Ok, et... D'accord, donc du coup, s'il a attrapé deux, il doit manger les deux. C'est qu'il veut manger les deux. Ok. Dernière partie de cet enseignement. Alta les gags venatla tinok me harissa me shulachat. Wow. Si cet animal s'est retrouvé sur le toit d'une maison et qu'en passant, elle a attrapé un enfant de son landau. Ouais, imagine un gorille ou allez savoir quoi, d'accord? Tac, l'enfant dans la main, un King Kong, d'accord? Meshulachat. Ça, Meshulachat. C'est un cas, c'est pas normal. C'est pas normal, non. Si vous voyez un gorille au-dessus d'un immeuble, non, c'est pas normal. D'accord? Ok. Bon, voilà l'enseignement. Il est comme il est, cet enseignement. C'est un enseignement. Bon. Et la Gemara, maintenant, va analyser cet enseignement. En fait, elle ne va pas l'analyser, n'attendez pas des scoops, en disant « Ah, voilà pourquoi on dit cet animal-là et pas un autre, etc. » Ce n'est pas l'analyse qui va être faite. Parce que l'enseignement, en fait, il est comme il est. La Gemara va essayer de faire apparaître des contradictions internes dans l'enseignement. C'est ça qui intéresse la Gemara, c'est le raisonnement. D'accord? Après, le cœur de l'enseignement, il dit ce qu'il dit, le Rav en question. D'accord? La braïta en question, elle dit ce qu'elle dit. D'accord? Il y a des tonnes de braïtot sur tous les sujets. Non, mais il faut qu'elle soit cohérente. Si elle n'est pas cohérente, ça ne colle pas. Et donc voilà ce que dit la Gemara. Hagufa kashia. Cette braïta en interne, en elle-même, elle présente des contradictions. Et en voici. Alors nous, a priori, on n'a pas vu de contradictions comme ça, flagrantes. De quoi? Des contradictions, hein? Pas des trucs bizarres. Trucs bizarres, c'est trucs bizarres, ok. Mais des contradictions. Déjà, le fait qu'au début, on dise l'animal, s'il est énervé et qu'il est plus féroce que d'habitude. Ouais. Et après, on dit que la nuit, ça pose pas de problème. Donc, ça veut dire que s'il est féroce la nuit, ouais. Il est quand même féroce, il est dans sa nature. Ah, pas mal comme on a. Pas mal. Alors, ça pose un problème. Pas mal. Ok, alors on va voir ce que dit la Gemara. Il y en a d'autres comme ça. Ok. S'il attaque la nuit. Alors, Khazak, on va essayer effectivement. Regardez dans les mots. Hagufa kashia. Donc, il y a des objections dans cette braïta elle-même. Amart, tu as dit toi-même dans la braïta, Nirata Bahir Meshulachat. Tu as dit toi-même que si on voit un animal sauvage dans une ville,
c'est une chose anormale pour laquelle il faut jeûner. D'accord? C'est ce que tu as dit, c'est ta phrase. De cette phrase-là, je déduis quoi? Quand je la vois en ville, que ça soit le jour ou la nuit, c'est pas normal. C'est bien ça la logique de la phrase. Dès qu'elle est en ville, c'est un problème, il faut s'inquiéter. Le jour ou la nuit, ça change absolument rien. C'est pas normal qu'elle soit en ville. Ve'adar amart, mais pourtant dans la phrase suivante, tu as dit Bayom meshulachat, balayla eno meshulachat. Pourtant tu as dit après que si tu vois un animal sauvage le jour, c'est un décret divin, mais la nuit c'est normal. Ça contredit la première partie de ta phrase. Dans la première partie de ta phrase, tu dis tout simplement le fait de la voir en ville. Je la vois en ville, que ce soit le jour et la nuit, c'est inquiétant. Donc il faudrait jeûner. Comment tu fais pour arranger ces deux parties de phrase qui, a priori, se contredisent? Lokashia, la Gemara dit non, c'est pas une difficulté. Achikama, voilà comment il faut comprendre. Nirata Bahir Bayom Meshulachat. Bahir Balayla Ena Meshulachat. En fait, il faut affiner un petit peu notre compréhension. Toi, tu pensais que quand tu vois un animal sauvage en ville, quel que soit le moment, alors c'est une inquiétude et il faut jeûner. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre de manière un peu plus fine en disant que si tu vois un animal sauvage en ville la journée, ça c'est inquiétant. Mais si tu vois un animal en ville la nuit, Ena Meshulachat, il n'y a pas de quoi jeûner. Et quelque part, ça se comprend. Pourquoi? Parce que pourquoi l'animal ne rentre pas en ville? Parce qu'il y a l'activité des hommes pendant la journée qui fait que l'animal a peur. D'accord? Il y a d'activité, machin, d'accord? L'animal ne rentre pas. Mais quand est-ce que l'animal rentre? Dans sa nature, c'est la nuit. Il fait nuit, il n'y a plus d'activité. Les hommes, les femmes dorment, tout le monde dort. D'accord? Donc l'animal peut oser pénétrer à l'intérieur de la ville. Donc, Razak, donc il cherche, donc il n'a pas trouvé dans la forêt, il va essayer de chercher à l'intérieur de la ville. Donc ça, on peut le comprendre. Donc en fait, toi, tu pensais que quand il y avait écrit Bahir dans la ville, c'est que quelles que soient les circonstances dans une ville, tu dois jeûner. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est que quand c'est dans une ville, tu ne jeûneras que le jour, si elle arrive le jour, on se comprend, d'accord, mais pas si elle pénètre pendant la nuit. Inami, ou bien Bassadé, Afilu Bayom et Nameshulachat. Ou bien, tu peux comprendre aussi, dans l'autre sens, que quand tu vois un animal dans son lieu naturel, même le jour, c'est normal. Même le jour, c'est normal. Donc, en ville, le jour, c'est inquiétant. La nuit, ça peut passer normal. Dans son milieu naturel, même le jour, c'est normal et donc tu n'as pas de quoi jeûner. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction. En fait, c'est juste, il fallait juste affiner un petit peu ta phrase. Ok. C'est celle-là la première. On continue. A priori, il y a une autre contradiction apparente dans l'enseignement. Ra'atashne bnei Adam. Alors écoutez bien ça. On a dit, si elle se retrouve face à face avec deux hommes, Veratzta acharehen, et qu'elle leur court derrière. On a dit ça, meshulachat. C'est un signe que c'est pas normal. Donc c'est inquiétant, il faut jeûner. Je déduis quoi de cette phrase? Que je ne jeûne que si l'animal s'est jeté à la poursuite des deux hommes. Sous-entendu, si elle n'a pas bougé, c'est un comportement normal. C'est bien ce qu'on déduit d'une phrase. Hein. C'est une déduction logique, c'est pas un truc de pourquoi, comment. C'est pas pourquoi, comment, c'est juste la logique de la phrase. D'accord, une déduction de la phrase. Je ne jeûne que si cet animal se jette à la poursuite des deux hommes. Donc, je déduis moi que si elle ne bouge pas, ça veut dire que je ne jeûne pas. Je ne jeûne que si elle se jette à la poursuite. Ok. Ve'adar, pourtant, tu as écrit après dans ta phrase, Amar nirbetz mi penehem, que si elle se cache devant les hommes, ena meshulachat, que c'est normal. Que si elle se cache devant les hommes, c'est normal. Je déduis quoi de cette phrase? Ha omedet meshulachat. Je déduis quoi de cette partie de phrase-là? Que si elle ne bouge pas, c'est que c'est pas normal. Puisque c'est normal qu'elle aille se cacher. Donc, je déduis que si elle ne bouge pas, c'est pas normal et je dois jeûner. Donc, des deux parties de la phrase, je fais deux déductions. Oui, bien sûr, je refais. Qui se contredisent. Je répète. Dans la première partie de la phrase, tu dis que si l'animal sauvage se jette à la poursuite de deux hommes, il faut jeûner.
Si elle se jette à leur poursuite. Donc je déduis que si elle ne bouge pas, je déduis, Face à 2 hommes. Razak face à 2 hommes, parce que si elle ne bouge pas, je jeûne pas. Bien. Maintenant, dans la deuxième partie de la phrase, il est écrit quoi? Que si elle va se cacher devant 2 hommes, tu ne jeûnes pas. Si elle va se cacher devant 2 hommes, tu ne jeûnes pas. Donc, je déduis quoi? Que si elle ne bouge pas devant 2 hommes, je jeûne. Quelle différence entre se cacher et ne pas bouger devant 2 hommes? Ah, c'est pas du tout pareil. Tu bouges pas, ça veut dire tu tiens un peu tête. D'accord? Tu tiens tête. Non, dans le sens de je tiens tête. J'ai pas peur. L'animal n'a pas peur. Razak, j'ai pas peur. J'ai pas le courage d'aller me jeter à leur poursuite. Oui, mais là aussi c'est 2. Hein. Dans toute la phrase c'est 2. La nuance est là, c'est-à-dire que entre le fait d'être immobile pour l'animal et le fait de se cacher, c'est 2 choses différentes. Bien sûr, c'est 2 choses différentes. Parce que quand tu vas te cacher, c'est un signe de peur. C'est un signe de peur, ça montre que tu as peur. Et c'est normal, un animal est censé avoir peur devant les hommes. T'es d'accord? Maintenant, si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment peur, c'est qu'elle est à égal. Si elle est égale à égal, c'est déjà inquiétant, il faut jeûner. D'accord? Exactement. Donc, de la première partie de la phrase, je déduis que si elle ne reste sans bouger, je jeûne pas, c'est pas grave. De la deuxième partie de la phrase, je déduis que si elle reste sans bouger, c'est grave, je jeûne. Comment tu peux déduire 2 choses différentes d'un même comportement? C'est facile, c'est 2 propositions différentes, c'est où? C'est l'un ou l'autre? C'est-à-dire? C'est où? Allez-y, le un ou l'autre, comment? Pourquoi on serait exclusif? Pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est que dans un cas? Non, il y a 2 cas possibles. Ou l'animal attaque, dans ce cas-là, on jeûne. Et s'il n'attaque pas, on fait quoi? S'il n'attaque pas, mais qu'il reste immobile, c'est un autre cas qui montre qu'il y a un comportement normal. Ah bah non, mais non, parce que, non, je suis pas d'accord. Je dis pourquoi. Parce qu'on est bien d'accord qu'un Tana, parce que c'est une braïta, un Tana ne s'exprime que sur le côté le plus chidouchique de la situation, le plus grand scoop. C'est évident que entre se jeter à la poursuite et rester sur place, le plus grand scoop, c'est de dire que quand elle reste sur place, on jeûne. Parce qu'on pourrait dire, se jeter à la poursuite, c'est peut-être normal, mais le simple fait de dire qu'elle reste sur place, c'est déjà un jour où il faut jeûner. Alors le Tana, il aurait enseigné ça. Il aurait enseigné, si la bête reste sur place devant 2 hommes, qu'elle tient tête à 2 hommes, c'est qu'il faut déjà jeûner. Il aurait enseigné ça, le Tana. Et moi, j'aurais tout de suite déduit, à plus forte raison, si elle se jette à leur poursuite. Si le Tana dit, on ne jeûnera que si elle se jette à leur poursuite, ça sous-entend de sa phrase que si elle reste sur place, c'est qu'on ne jeûne pas. Sinon, il aurait dit, parce que c'est un plus grand scoop, sinon il aurait dit. S'il ne le dit pas, c'est qu'on ne jeûne pas, dans ce cas-là. Mais dans la deuxième partie de la phrase, on dit que le comportement normal d'un animal, c'est d'aller se cacher, et que de rester sur place, c'est pas un comportement normal. Donc du coup, ça veut dire que si elle reste sur place, on jeûne. Donc ça colle pas, ta phrase, elle se contredit. Toujours pas? Il y a un truc qui cloche. Allez-y, quoi? Non, mais c'est une contradiction soit, mais je ne considère pas, enfin, je me permets, hein, Oui, mais justement. que le fait de rester immobile et se cacher, pour moi, ça fait partie d'une même action. Mais Non, justement non, parce que là aussi, l'inverse de ce que je viens de dire, dans le deuxième cas, dans quel cas est-ce qu'on considère que c'est un comportement normal pour un animal? Voilà, posons-nous la question. C'est quoi un comportement normal d'un animal? il voit un être humain. C'est d'aller se planquer. Voilà. S'il reste sur place, c'est que c'est déjà cet animal-là, il est un peu trop audacieux. Quelque chose, ouais. C'est inquiétant, c'est pas normal, donc il faut jeûner. Voilà, c'est ça qu'il veut nous dire. Pourtant, dans la première partie de phrase, on avait dit l'inverse. On a dit que quand elle reste sur place, c'est un comportement qui n'est pas inquiétant à ce point-là pour faire un jour de jeûne. Parce qu'on avait dit que c'est seulement si elle se jette à la poursuite des 2 hommes qu'il faudra jeûner. Donc si elle reste sur place, on ne jeûne pas. Oui, mais quand elle reste sur place, Ouais. Oui. On est d'accord. Donc dans la première partie de phrase, la passivité de l'animal, c'est réconfortant. Dans la deuxième partie de phrase, la passivité de l'animal, c'est quelque chose d'inquiétant. C'est pas normal. C'est pas logique. si elle est passive, elle ne bouge pas, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle est... Non. Elle est moins... Si elle a peur, elle va se cacher. Razak, ça ne veut pas dire qu'elle va attaquer, mais ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui montre qu'elle est un peu trop courageuse par rapport à sa nature. Donc en fait, c'est ça qu'on veut nous faire apparaître. C'est une contradiction, non pas dans la phrase elle-même, mais dans les déductions que l'on fait de la phrase.
Comment on s'en sort? Lokashia. Non, t'inquiète pas. Kan basade asemucha la agam. Kan besade shenasmucha la agam. Le agam, c'est un vivier dans lequel sont élevés ces animaux-là. D'accord, comment on appelle ça? Une réserve, merci. Et voilà ce qu'on dit. Si on est dans un sadé, dans une forêt, dans un champ, si on est dans un champ qui est proche de son lieu de vie, donc de la réserve, le fait qu'elle ne se sauve pas devant les hommes, non, c'est naturel. Elle n'est pas très loin, elle vit dans ces environnements-là. Hein? Elle n'est pas dépaysée. Elle est habituée. Ça va, c'est son environnement. Quelque part, oui. Donc elle reste sur place. Elle dit, mais moi je vis ici, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Pourquoi vous voulez que je me cache? D'accord? Donc elle se sent bien, cet animal, cette bête-là, ici. Kan, besade shenos mukhalagam. Par contre, si on est loin de la réserve et que malgré tout elle reste sur place, ça, c'est inquiétant dans ce cas-là. Donc, quand dans la première partie de la phrase, on te dit que si elle reste sur place, ce n'est pas inquiétant, on parle d'un cas où elle habite, c'est son environnement, elle est à côté de ta réserve. Alors que quand on te dit que quand elle reste sur place, c'est inquiétant, donc de la deuxième partie de la phrase, c'est parce qu'on est loin de sa réserve et qu'elle n'est pas censée être à l'aise. Anormal et normal, avec la même logique de c'est anormal d'un côté et c'est normal de l'autre, il faut jeûner d'un côté ou pas jeûner de l'autre. Exactement. En fait, le normal ou anormal dépend non pas de l'animal, mais du lieu dans lequel nous nous situons. Avec les deux parties de la phrase, on a trois enseignements. Pourquoi trois? Elle attaque, Alors, si elle, donc on fait le point. Si elle attaque, si elle attaque, qu'on soit à côté de la réserve, pas à côté de la réserve, si elle attaque, on jeûne. Hein? Non. Ah non, je suis pas d'accord. Attends, manger un ou deux, on n'a pas encore vu. Manger, on n'a pas vu encore. Pour l'instant, dans ce qu'on... Si elle apparaît dans la nuit, si elle apparaît, on l'a vu en ville se balader. C'est pas qu'elle s'est jetée derrière personne. Juste elle se balade. D'accord? Donc ça on laisse de côté. Donc on reprend. Si l'animal attaque, que l'on soit loin de la réserve, pas loin de la réserve, peu importe, c'est inquiétant, c'est pas normal. Un animal, même quand il est à l'aise, il n'est pas censé nous attaquer. s'il s'en va. Attends une seconde. Deuxième, on parle S'il reste. Si... Il s'enfuit d'abord. Ah, on fait les simples, ok. S'il s'enfuit, bah c'est normal aussi. C'est normal. Dans une réserve, non, je suis pas sûr qu'il s'enfuit. Mais chez lui, c'est plus... Ah, on a dit, vous avez vu les mots, hein, et je pense que c'est pour ça. Il y a écrit à côté de la réserve. Ah ouais. Donc ça fait... Allez, on va pas jeûner s'il s'enfuit quand même. Ça serait complètement fou. S'il s'enfuit, tu vas pas jeûner. Donc on jeûne pas. Bien. Maintenant, si l'animal reste sur place. Voilà, s'il reste sur place. Bien. C'est là qu'on a un troisième enseignement. Enfin, Ouais, Razak. Donc s'il est à côté de la réserve, c'est pas inquiétant. On jeûne pas. Si on est loin de la réserve et que malgré tout, il reste sur place, on jeûne. Voilà le bilan. On est bien? On continue. juste une question. Bien sûr. C'est quoi comme animal? Je sais pas, vous avez vu, on ne sait pas. Bon, il faut essayer d'imaginer, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme... Agam, il traduit ça par marécage. Marécage, ils mettent? Ouais, un vivier, une réserve. Parce que marécage, qu'est-ce que... C'est un crocodile. Un crocodile? Un crocodile? Hein? Une sorte d'animal comme ça? D'accord, je sais pas si le crocodile, il fuit devant l'homme? Hein? Il fuit pas devant l'homme, hein? Hein, de quoi? C'est pas un lac, on est vraiment... Oui, bien sûr. Agam, enfin, c'est même pas en hébreu, c'est dans la Torah déjà. Bien sûr, quand on dit qu'il y avait des grenouilles partout, à la Agamim, vers la Yehorim. D'accord, il y avait des grenouilles sur les Agamim, donc sur les réserves d'eau. Agamim. Agam, au pluriel, Agamim. D'accord, donc Et ça se traduit dans le Torah par par un lieu d'eau. D'accord, un étang, un machin. Donc là, ils ont marécage, ouais, pourquoi pas. Donc il faut imaginer, je ne sais pas quel animal on peut imaginer. La Gemara n'a pas donné de nom. Elle n'a pas donné de nom. On continue. Tarfash nebne Adam. Alors on continue. Si elle a dévoré deux individus. Non, on y arrive. Si elle a mangé deux individus, Vachla et Khanme, mais qu'elle en a mangé qu'un seul. Quoi? Ah pardon, excusez-moi, elle en a attrapé deux. Excusez-moi. Elle en a attrapé deux.
Ah, Mechila. Ah, il y a une petite finesse qu'on n'avait pas vue. Tarfa shne bnei Adam ve'achla echad mehem. Il y a quand même le mot toref. Tarfa. C'est quoi toref? Vous connaissez ce mot-là? Bien sûr. C'est déchirer, déchirer. Quand Yosef, quand on a amené la tunique à son père, qu'est-ce que son père a dit? Tarof toraf Yosef. Yosef, il a été déchiré. Donc peut-être en fait que le cas ici, c'est pas juste qu'elle a attrapé deux gars, c'est qu'elle a déchiqueté deux. Elle en a déchiqueté deux, mais elle en a mangé qu'un seul. Oui, mais c'est ça, mais en général... C'est un peu ce que vous vouliez dire, peut-être. J'ai compris maintenant. C'est parce que, on a expliqué tout à l'heure qu'en général, un animal qui a Deux proies. il attaque les deux proies pour manger Donc, tranquillement c'est une ça. proie. Il blesse les deux proies, Ouais. et il mange une pendant que l'autre est blessé. Exactement. Et après, il attaque la deuxième. Et après, il mange la deuxième. Hazak. Donc là, il a attaqué les deux. Attaque Les deux sont Toref. Les deux sont, ouais, ça, donc a priori immobiles, quoi. C'est deux corps morts. D'accord? Maintenant, il ne les a pas mangés encore. Donc, il n'est pas censé en manger qu'un seul. S'il en a griffé deux, il doit en manger deux. Comment ils ont traduit? Non, ils n'ont pas encore... Je suis pas encore... Ah, ok. D'accord? Donc, alors, voyons de quoi on parle. Donc, Tarfa shne bnei Adam, si elle a griffé comme ça deux êtres humains, ve'achla echad mehem, et qu'elle en a mangé qu'un seul, meshulachat, c'est pas normal. Quel que soit le lieu, on parle pas de lieu. Là, on parle plus de lieu, donc on va essayer de combiner, bien sûr, après tous les éléments. On va essayer de combiner les éléments. Shnehem ena meshulachat. Si elle a mangé les deux, c'est normal. Bah, c'est normal. Elle les a attrapés les deux, elle les a griffés, elle doit les manger. Bien. Vea amart, et la contradiction, elle est où? Pourtant, tu as dit, toi. Eh oui, c'est bizarre. Parce que toi, tu as déjà dit tout à l'heure qu'il suffit que l'animal se jette à la poursuite d'une personne, de deux personnes, pardon, qu'elle se jette à la main pour qu'on jeûne. Donc elle les a même pas mangés, le simple fait de se jeter à la poursuite de deux hommes, déjà tu jeûnes. Là ici, si elle les a déjà attrapés, c'est qu'elle s'est forcément jetée à leur poursuite. Donc c'est vraiment... Donc tu devrais jeûner, quoi qu'il arrive, qu'elle en mange un, deux, un demi, ça change rien, puisque dès qu'elle se jette à la poursuite, tu dois jeûner. Donc là, elle est très bien la contradiction. Elle est claire la contradiction. C'est anormal de jeûner si les gens, par contre, c'est pas anormal de jeûner si elle en mange deux. C'est ça la contradiction. C'est ça la contradiction. C'est ça la contradiction interne. Parce que le comportement agressif qui est anormal d'un côté. Khazak. Alors, réponse. Amar Rav Papa. Rav Papa répond. C'est pas un halo caché, hein, vous avez vu? Il faut un truc de Rav Papa. Ki taneahi. Quand on a enseigné ça, c'est-à-dire que quand elle mange deux, c'est normal, et quand on en mange qu'un seul, c'est pas normal. Be'agma. C'est quand on est chez elle. Quand on est chez elle. Donc chez elle, la nature de l'animal, c'est qu'elle en a tué deux et qu'elle dévore les deux. C'est la nature d'un animal. Quand elle est chez elle, elle se sent bien. Pourquoi tu veux qu'elle s'en aille avant? Elle a deux proies devant elle qui sont, ça y est, à sa merci. D'accord? Pourquoi tu veux qu'elle parte? Donc ça, c'est naturel. Quand un animal, chez lui, n'en mange qu'un seul des deux, c'est pas normal. Chez lui, il en mangeait qu'un, c'est pas normal. Razak, chez lui, en manger qu'un seul, c'est bizarre, ce truc-là. Pourquoi il en mangerait qu'un seul? Il est chez lui. Il est tranquille. Pas très fin. Ouais, c'est ça. Mais tout à l'heure, je r'insiste encore, tout à l'heure vous avez dit, lorsqu'on poursuit deux personnes, c'est une punition. Alors on doit jeûner. Donc, alors ouais. Après, tout à l'heure, on a fait Ouais. le switch entre les deux en disant, là, quand il reste immobile, c'est parce qu'il est près de son lieu d'habitation. Pardon, vous cumulez les deux premiers. Là, voilà. Ok. Et là, je reviens, et vous me dites, non, quand il attrape les deux, et il tue. Mais oui, parce que là, on est où? On n'est plus en ville, là. On est chez lui. C'est les hommes qui ont été chez lui. Chez lui, c'est normal, et qu'ils se jettent à leur poursuite et machin. Ils sont pas, on n'est pas dans une ville, là. Comme on avait dit, dans un champ, c'est normal. De voir un animal se jeter à la poursuite dans un champ, c'est normal. T'es chez lui, t'es dans son domaine, donc il est à l'aise. Il se dit, c'est une proie, je vais le manger. Donc du coup, s'il attrape deux hommes, chez lui là-bas, dans le Hagam, et qu'il n'en mange qu'un seul, c'est bizarre. C'est bizarre, donc on jeûne. Si chez lui, il en mange qu'un, c'est bizarre. C'est ça. Alors, parce que chez lui, il est censé tout manger chez lui, il est à l'aise.
Parce que peut-être qu'en ville, s'il en a mangé qu'un seul, parce qu'il a eu peur que des hommes arrivent avec des armes, des machins, donc il se dit j'en mange un et je m'en vais. Mais il doit pas être très quand même non plus. Hein. Ah oui, non, mais c'est certain, parce que malheureusement, oui. Mais ça veut dire que Meshulachat. Ça veut dire que c'est voilà, c'est anormal. Elle veut, comme si elle avait une adresse, quoi. Est-ce que Rav Papa fait bien une distinction entre le fait de tuer et de dévorer? Ouais, parce que De tuer et de manger. En fait. De tuer et de manger. Il faut séparer les deux. Si tu les, si, on sépare les deux, le tuer et manger. Ouais, les aider. Si tu les deux, Oui, il en mange qu'un, c'est anormal. c'est anormal. Bien. S'il tue deux, Et il bouffe les deux, c'est normal. c'est normal, parce qu'on est chez lui. C'est bien ça qu'il dira, une papa. fois qu'il les a tués, ça c'est important parce que les deux ou pas. Bah si, ça l'est justement. Bah si. Parce que qu'un animal tue deux bonhommes, quand il est chez lui, c'est pas anormal. D'accord? C'est la nature de l'animal, c'est un animal sauvage, t'es chez lui, il a tué deux hommes, ok, il a tué deux hommes. D'accord? C'est triste, je dis pas que c'est pas un truc triste. Mais c'est pas quelque chose de surnaturel ou de non naturel. Ok. Maintenant, s'il en mange, donc s'il tue deux et il mange les deux, il n'y a pas de quoi jeûner. Bah, c'est malheureux, ils n'auraient pas dû s'aventurer là-bas, mais il n'y a pas de quoi jeûner. C'est pas un truc divin, c'est pas un châtiment divin. Ils se sont mis en danger. S'il n'en mange qu'un seul des deux, ça, c'est bizarre. Quel que soit l'endroit. Ce que je trouve bizarre, Quel que soit l'endroit, attends, quand on est chez lui. Ouais, Quand on est chez lui. Parce que s'il mange qu'un seul dans une ville, alors là, on avait déjà dit qu'il suffit déjà qu'il court derrière des êtres humains pour qu'on jeûne. Donc, s'il en mange qu'un seul, bien sûr qu'on jeûnera aussi. À plus forte raison. Je comprends pas comment on jeûne. Ah, comment on jeûne? Non, dès qu'il court devant un être humain, on s'arrête, on dit on jeûne. Non Non, c'est que quand on constate qu'un animal est rentré en ville et qu'il a couru derrière des êtres humains, hein, eh ben le lundi, jeudi d'après, on dit, le lendemain, parce qu'il faut jeûner tout de suite, on jeûne. C'est ça l'enseignement. Hein. Après, l'animal, il est reparti. Mais on se dit, tiens, c'est pas normal, l'animal se sent trop à l'aise. C'est pas normal. Nous, en tant qu'être humain, normalement, en fait, le fond de tout ce truc-là, c'est que normalement, en tant qu'être humain, t'as en toi le dmout, l'apparence d'Akadosh Baruch Hu, l'étincelle divine, qui fait qu'un animal n'est pas censé te manger. Surtout quand tu es chez toi en ville. Donc s'il rentre chez toi pour te dévorer en ville, c'est que quelque part, tu ne ressembles plus à ce que tu es censé ressembler. C'est ça le fond de l'enseignement. Parce que en quoi c'est un châtiment? C'est un châtiment, ça veut dire qu'il faut le mériter. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas un être humain. Tu es un animal comme un autre animal, du coup il vient et il te bouffe. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est ça le cœur, c'est ça. C'est ça l'enseignement en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Si vous voulez garder le deuxième pour le lendemain. Non, j'imagine que non. Il laisse pas. C'est ça, il laisse pas. Ah, sauf si? Ah, je connais pas. Ah, ça c'est un autre truc alors. il y a quand même un truc, excusez-moi, il y a quand même quelque chose que je comprends pas, parce que pour moi, le truc qui était important, c'était le fait qu'il va attaquer deux et qu'il y en a un qui va s'en sortir. Et là, on pouvait se dire, il y a un décret divin sur une personne, où il y a un truc. Alors que là, en fait, l'autre, il est aussi mort, en fait. Alors que, et là, en plus, vous faites le L'autre aussi, il est mort. On a le reflet de. T'as raison. de l'âme, et donc une fois qu'on est les Mais à la rigueur, t'as raison. Mais à la rigueur, s'il a tué les deux. Donc une fois qu'il a tué les deux, en quoi ça. Parce qu'on n'est plus en ville. Là, on n'est plus en ville. Donc, le dmout te protège quand tu es avec les autres hommes. Mais si toi-même tu te mets en danger, tu peux pas jouer avec ton dmout en disant moi je suis une étincelle divine, d'accord, tu me touches pas. Attends, tu arrives chez lui, d'accord, il te bouffe. Bien. Maintenant, il en a bouffé qu'un seul. Ouais, mais vu qu'il a tué les deux, pour moi, il y a plus de. Enfin, c'est que les deux se sont mis en danger. Radak, les deux se sont mis en danger, donc il n'y a pas de quoi jeûner. Bah oui, mais donc s'il en tue qu'un ou il en tue deux, bah on gêne pas. On n'est pas. Ouais, dis. Mais il est où le danger s'il a tué chez lui? Ah non, oui, donc c'est les hommes qui sont mis en danger. Oui, mais il va pas. Oui, mais parce qu'il en a mangé qu'un seul. S'il en a mangé qu'un seul, ça doit nous poser la question pourquoi il en a mangé qu'un seul. C'est-à-dire qu'il y a un comportement anormal, il risque de rentrer. Razak, c'est que s'il a un comportement anormal, peut-être que demain il va venir en ville. Ah, d'accord. J'imagine, on constate, c'est une sorte d'étude, d'accord? C'est comme tu constates que les oiseaux ne volent pas comme d'habitude. Waouh, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Changement climatique. Ok, c'est un constat. On constate. Peut-être que cet animal, puisqu'il ne mange pas comme d'habitude, peut-être que demain il va rentrer en ville et qu'il a un autre comportement. Exactement, va savoir. Les oiseaux courent. Et explication technique, messieurs. S'il mange des boules, il n'y a personne pour témoigner, donc on ne sait pas quelles sont les Ah, mais là, il ne va pas témoigner non plus, le deuxième. Hein, il est tarouf.
Il est déchiré, hein. Il est... Qui c'est qui constate les décès? Razak, bah, je sais pas, c'est un constat, je sais pas. Après, on a dit où est-ce qu'ils sont passés, on va les chercher. On a dit, ah, mais je les ai vus passer. Parce que l'autre, il est tarouf aussi, hein. Ils sont taref. Ça vient du mot taref, ça vient de là, hein, messieurs. Taref de non cachère. Oui. Taref, ça vient de là. Oui. Tarouf. Et, Toref. oui, mais C'est un animal qui est déchiré. Ouais. C'est une charogne. Et donc on ne connaît pas les circonstances des faits, donc comment on peut... Ils vont trouver, Ah, ils vont tu trouver des constates vêtements. qu'il y en a un. Oui, ça, bah, ça va, tu vas remarquer un truc. C'est ça, tu dis qu'il y a. C'est un- Ok. On continue. On continue. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Pourquoi il n'a pas précisé? Ça, on peut toujours poser ce genre de questions sur un Tana. L'enseignement d'une Braïta ou d'une Mishnah, par essence, c'est concis. Lui, il te donne un enseignement et c'est à toi de comprendre la logique de son enseignement. Parce que lui, il a sa logique. Alors, il te donne que le résultat de tout son raisonnement à lui. Il te donne la phrase résultat. Maintenant, toi, tu dis, attends, mais quoi, il dit n'importe quoi, ce Tana, il n'est pas cohérent avec lui-même, c'est pas possible un truc pareil, un Tana, il peut pas ne pas être cohérent. Donc, du coup, c'est à toi d'aller essayer de tordre le texte pour se dire, ah non, mais en fait, il parle de cas différents, le Tana. Dans un cas, c'est en ville, dans le cas, c'est la nuit, dans un cas, c'est dans sa réserve, etc., etc. C'est notre travail à nous sur les enseignements des Tanaïm. C'est ça qui donne tout le petit cachet de l'Agmara. Goufa, on n'a toujours pas fini. Alta les rochagag, venatatinok me harissa, meshulachat. On a dit, s'il monte en haut d'un toit d'une maison et qu'il a été piqué un enfant de son landau, meshulachat. On dit, ça c'est vraiment pas normal. Quel que soit le lieu. Bah, a priori, on est en ville là. D'accord, on est sur le toit, donc on est en ville. Alors, l'Agmara dit, Pshita, bah ça honnêtement, même si tu ne me l'avais pas enseigné, si je vois un orang-outan arriver prendre un gamin sur le toit d'un truc, je vais bien considérer que c'est pas normal comme comportement, quoi. D'accord, si déjà on dit généralement qu'un animal sauvage il n'est pas censé rentrer en ville, il n'est pas censé se poursuivre des hommes, mais là il est rentré dans une maison, il a été attrapé un enfant, il est monté sur un toit, c'est que bien sûr que c'est pas shoot. Oui quoi? Ils ont même précisé entre parenthèses, même de nuit. Ratak, même de nuit c'est pas normal un truc comme ça. D'accord, qui se balade en ville la nuit, ça va, mais là qu'il aille chercher un gamin la nuit, etc., c'est pas normal. Donc pshita, il est où le scoop là? Le Tana, il doit quand même donner des scoops. Là, il n'y a pas de scoop, a priori, c'est évident. N'importe qui aurait instauré un jour de jeûne pour un truc pareil. Amar Rav Papa. Toujours Rav Papa. Alors, la réponse, pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à bien la comprendre. Mais vous allez m'aider maintenant que vous avez le truc en français. Amar Rav Papa. Bechouché des Tsayadé. On parle d'un cas où on est dans une cage des chasseurs. Voilà, il parle d'abri de chasseurs. Ouais, c'est ça. Sur le territoire Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'il fait là, cet enfant? Les chasseurs posent une excavation. Ouais, pour attraper les animaux. Lorsqu'ils chassent, ils doivent. Bon, ça d'accord. Ce type d'abri Ouais, allez-y. ne suffit pas à empêcher les animaux d'y pénétrer. Bien. Ok, et alors? Le Rambam Et alors? semble que même les structures permanentes situées dans les régions sauvages ne sont pas aptes à effrayer les prédateurs. Bon, et alors? Le bébé, quel rapport? C'est ça, j'arrive pas à comprendre le bébé, moi. Oui, mais c'est-à-dire que peut-être les gens ont l'habitude de vivre dans une excavation. Ok. Ils vont avec leurs enfants, ils attendent. Ils vont en famille? Ils y vont pas, Ah, venez les enfants, on va voir quoi avec un bébé? Parce qu'on dit il a été prendre. Ouais, non, mais ils attendent qu'un oiseau bouge, ils ont le bébé qui est derrière dans un coupon, le loup il arrive derrière. Ah, c'est pas très prudent, hein. Parce que c'est un milieu, comme ils disent, que c'est un milieu naturel pour l'animal sauvage. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de rôder autour de ce genre de choses. Ouais. Donc là, et ça serait quoi l'enseignement? C'est que même dans ce milieu naturel, s'il attrape un enfant, c'est pas normal. Néanmoins, il demeure inhabituel pour eux Ah, de c'est ça. grimper sur les toits de ces structures ou d'y pénétrer. C'est ça. Donc c'est pas le toit d'une maison. Nous on pensait le toit d'une maison en ville. En fait, c'est pas le toit d'une maison. C'est le toit de cette petite cabane, là, truc à. On le voit, vous savez, quand on va au zoo là.
Non, vous avez plus des enfants en âge d'accompagner vos enfants au zoo. Vous avez de la chance, purée. Quand il y a les trucs avec les oiseaux, en fait, il y a des petites cabanes. Tu rentres dans une petite cabane, tu te mets là-dedans et t'attends, tu regardes. D'accord, donc ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Il n'y avait pas à votre époque. D'accord, tu rentres là-dedans, donc si jamais un animal se met au-dessus de cette petite cabane avec l'enfant qu'il a récupéré dans les mains, d'accord, ben ça c'est pas normal. Même si on est chez lui. Voilà. Même si on est chez lui. Par rapport au gosse, ouais. Ok. Bon. Bon. Moi, je... Est-ce qu'on peut avoir ce cas-là comme un peu l'archétype de tout ce qui est anormal, c'est-à-dire tout le reste? On a cité des cas qui étaient un peu plausibles, oui, l'animal qui attaque. C'est ça. Et là, c'est vraiment le truc. C'est tellement, On pousse à l'extrême, quoi, le raisonnement. à l'extrême pour dire. Et par ailleurs, tout événement extrêmement anormal, comme un truc comme ça qui n'a aucune chance d'arriver, mais c'est pour nous dire, c'est pour nous frapper l'esprit, pour nous dire Ouais. tout ce que vous pouvez. Qu'un animal, machin, qui t'attrape ton enfant. Ouais. Ouais, possible. Honnêtement, possible. Ouais. Honnêtement, c'est possible, ouais. C'est possible. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Ouais. C'est normal. Ils attendent longtemps, très bien. Alors quoi, ils sont en famille là-dedans? Bah oui, s'ils savent qu'ils vont. Bah ouais, ça Hein? Ils partent en famille, peut-être. le gosse, il mange toutes les 3 heures. C'est ça, donc... 5 heures pour truc, go prendre La babysitte n'est pas disponible. C'est ça, il s'est retrouvé avec le gamin. Bon, ok, on avance. À la khérev. Ah, il y a une petite note? Allez-y, parce que là où on en est, on va pas passer à côté. Si un accident se produit par contre à l'extérieur de ces constructions, cela ne constitue pas un signe de punition divine. C'est ça. La personne a délibérément mis en danger la vie de... Ça, on est d'accord, c'est cohérent. Ça, c'est cohérent avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quand c'est toi qui te mets en danger, il n'y a pas de quoi jeûner. Si c'est effectivement dans un lieu où c'est inhabituel, etc., là, effectivement, il y a de quoi jeûner. S'il y a un accident. Donc, en gros, c'est quelque chose d'anormal. Ouais. Parce que l'exemple du bébé, c'est peut-être juste un exemple C'est ça, pour montrer tout ce qui qui n'est pas normal. tout ce qui est anormal. Ok, on continue encore un petit peu. À la khérev. Maintenant, la Gemara, la Mishnah a dit, et pour le glaive. Écoutez ça, le glaive. S'il y a un glaive qui passe sur ta terre, tu dois jeûner. Un glaive, une armée. Ah. Le khérev, c'est une épée, khérev, c'est un glaive, je dis pas rien. J'y peux rien. Oui. D'accord. Si une armée franchit ton territoire, eh ben, il y a de quoi jeûner, il y a une guerre qui va éclater, il faut jeûner. On va expliquer. Tanou Rabanan. Khérev chez Amrou, l'épée dont on parle ici, donc le glaive dont on parle ici, et notre Tsarir Lomar, Khérev chez Enoshel Shalom. Si c'est une armée qui se lève contre toi, sur ta terre, dans ton pays, ça c'est évident qu'il faut jeûner. Ça, dans la Torah déjà il y a écrit Alatsar, Atzorer, Etrem, vous sonnerez du chauffard si jamais il y a des ennemis qui viennent vous attaquer. C'est normal, les Juifs ont toujours fait ça. Tu as une guerre, tu jeûnes. La guerre contre Amalek, tu jeûnes. Une guerre, tu jeûnes. Pourquoi? Parce que la guerre, on sait très bien que nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous permet de gagner la guerre. Donc tu as une guerre, tu jeûnes. C'est certain, ça c'est un truc classique. Donc il nous dit, si c'est pour nous dire que quand il y a une guerre dans ton pays contre toi-même, qu'il faut jeûner, ça, c'est sûr que c'est pas ça dont on nous parle. Le scoop de l'enseignement. Et là, Afilou Khérev Shel Shalom, même si c'est un glaive de paix, tu dois quand même jeûner. C'est quoi un glaive de paix? She'enecha Khérev Shel Shalom yoter min paronecho. En fait, c'est quoi une guerre de paix? Enfin, un glaive de paix. C'est qu'en réalité, excusez-nous, on ne fait que passer. On ne fait que passer par là. Nous, on n'a pas l'intention de vous faire la guerre à vous, les Juifs, mais à un voisin, par exemple au nord. Mais nous, on vient du sud, et il s'avère, et d'ailleurs, remarquez dans tout le Tanakh, très souvent, la terre d'Israël, elle s'est retrouvée le terrain de combat entre les peuples du sud et les peuples du nord, qui se retrouvaient à faire la guerre sur le champ de bataille d'Israël. Hein? Ben non, parce que nous, on est trop mal placés ou bien placés. Nous, on est hyper central. D'accord? Israël, ça a toujours été hyper central dans toutes les circulations du... Aussi, à l'est. À chaque fois, de toute façon, on se retrouvait toujours le champ de bataille de tout le monde. Donc, du coup, on nous dit, même si c'est une armée qui traverse ton territoire, toi, Israël, il traverse ton territoire, mais il ne veut pas te faire la guerre.
excusez-nous, on ne fait que passer. On nous dit, même sur ça, tu dois jeûner. On jeûne on demande quoi dans notre jeûne? Parce que c'est... On jeûne. Parce que ça peut dégénérer. Parce que ça peut mal se passer. Quand il y a un glaive qui passe sur ton territoire, c'est jamais bon pour les juifs. On se retrouve toujours tabassé quelque part. L'histoire des croisés, d'accord, je vous rappelle qu'à l'origine, ils étaient censés aller à Jérusalem. D'accord, ils viennent de France, d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Allemagne. D'accord, ils sont censés arriver directement en Israël, à Jérusalem, pour récupérer Jérusalem de la main des musulmans et des infidèles. Mais à l'origine, c'était les musulmans, c'était eux qui avaient Jérusalem à l'époque. Ok. Sur la route, ils se disent, ah bah tiens, se débarrasser des infidèles avant d'arriver à Jérusalem. Il y en a déjà plein sur la route. Donc on va déjà liquider tous ceux qui sont sur la route. Et ceux qui étaient sur la route, c'était nous. Donc quand il y a un glaive qui passe sur ton territoire, toi juif, sois jamais tranquille. D'accord, ça peut toujours se retourner contre toi. Et la réalité de l'histoire a fait que oui. D'accord, l'histoire des croisés, ils en parlent jamais nulle part, mais c'est l'histoire des croisés pour nous. Donc, et on a un exemple dans le Tanakh. Écoutez l'exemple, on finit avec ça. She'en lecha cherev shel shalom yoter mi Paro Necho. Vous connaissez l'histoire de Paro Necho? Un des pharaons s'appelait Paro Necho. Mais c'est bien après l'esclavage en Égypte. Hein. On était déjà installé en Israël, il y avait déjà des rois en Israël, c'est le roi Yoshiaou, d'accord? On était bien installés, tranquille. Et en Égypte, il y a un roi qui s'appelait Pharaon Necho. En français? Néron? Oui, non. Non. En français, il est connu ce pharaon. Il a un nom. Hein. Ils ont transformé le Necho en un truc un peu francisé, mais je vous le retrouverai. Non, personne n'a en tête? Ça, il est connu. En tout cas, Pharaon Necho, qu'est-ce qu'il a? Le roi Oshiaou, qui était à l'époque le roi d'Israël, il a eu un problème d'interprétation. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Nehemar, il y a un passouk qui nous dit, la page suivante, Vaishlach ela malachim lemor, mali velecha melech Yehuda. Quand le roi Yoshiaou, il a vu que Paro Necho, avec son armée, il voulait traverser Israël, parce qu'il voulait passer du sud, et il voulait attaquer le roi d'Assyrie, qui était au nord. Donc au lieu de faire le tour d'Israël, il a demandé l'autorisation au roi de traverser. Le roi lui dit, c'est hors de question, ne traverse pas mon territoire. D'accord, il dit, ne traverse pas mon territoire. Alors le Paro Necho, il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Mali velecha, on n'a rien entre nous, on est copains. D'accord, pourquoi tu t'inquiètes? Laisse-nous juste traverser ton territoire, c'est tout ce qu'on veut. Lo alecha atayom, qui el bet milchamti, parce que je vais faire la guerre au nord, mais pas chez toi, laisse-moi tranquille. Velohim amar levahaleni. Et Dieu m'a dit de me dépêcher. Dit Paro Necho au roi Yoshiaou. Chadal lechem Elohim asher imi val yashritecha. Laisse-moi réaliser la volonté de mon Dieu et je te causerai aucun problème. Laisse-moi juste passer, c'est tout ce que je te demande. Maï, Elohim asher imi. Alors Yoshiaou, il lui pose une question, il dit, dis-moi, tu parles de Dieu? De quel Dieu? Quel Dieu qui t'a demandé d'aller faire la guerre au royaume du Nord? Amarav Yehuda Amarav, Zo Avodazara. En réalité, c'est une Avodazara. Le dieu du pharaon, c'est un dieu idolâtre. D'accord? Amar, alors quand Yoshiaou il a entendu ça, il a dit, ah, tu vas faire la guerre au nom d'un dieu idolâtre et tu veux traverser mon territoire? Je te laisse pas passer. D'accord? Je te ferme mes frontières. Amar Oil Veka Batar Avodazara, Yachil Nale. Et il se dit, j'ai pas d'inquiétude à lui fermer mes frontières, puisqu'il ne vient porter que le nom d'une Avodazara, alors il n'arrivera pas à me battre à moi, Yoshiaou, d'accord, et donc je peux résister et fermer mes frontières. Le problème c'est quoi? Malheureusement, ça a mis en colère Paro Necho de voir le petit royaume d'Israël, qui n'était pas très reluisant à l'époque, d'accord, qui en l'empêche de passer. Du coup, il a fait la guerre contre Israël. D'accord? Et Yoshia dit, mon corps est devenu comme une passoire, tellement j'ai reçu de flèches. Donc, tout nous dire quoi, tout ça? C'est qu'en fait, quand il y a un glaive qui passe sur ton territoire, d'accord,
Ouais, tu dois jeûner, laisse passer, d'accord, alors il faut voir, on verra la suite si Dieu veut la semaine prochaine, d'accord, mais en tout cas il faut jeûner, ça c'est certain, parce que ça peut se retourner contre toi de toute façon, quel que soit ton comportement. Quoi, des fois tu laisses, des fois tu bloques, mais en fait ça se retourne toujours contre toi. Petite parenthèse, Oui. déco, ça fait déco, pareil. Ouais, mais je crois qu'il est hein, vous l'avez Pharaon Neko. Ah, Khazak. Khazak. Il est connu celui-là, c'est un vrai. Enfin un vrai, un reconnu quoi. Khazak Baour, Kadish. Ribi Hanania Ben Akasha Omer.